Le jour se lève sur la presqu'île de Bonifacio. Jean-Philippe Giordano quitte son village perché sur les hauteurs. Il va lui aussi nous dévoiler l'un des plus précieux joyaux de la mer. Souvent, la nuit, quand on se réveille, on écoute le vent ou le calme, et c'est ce qui permet de dire soit on se rendort, soit on est prêt déjà à aller s'immerger. Jean-Philippe fait partie des derniers corailleurs corses. Un métier extrêmement dangereux. Les hommes qui le pratiquent font la fierté des marins de Bonifacio. Son lieu de pêche, ou plutôt de récolte préféré, se trouve à proximité de l'îlot des Moines. Cet écueil, signifié par une haute tourelle jaune, est redouté par tous les navigateurs. Ces îlots sont composés d'une multitude de montagnes sous-marines qui, dans les grandes profondeurs, abritent un petit animal très précieux, de couleur sang. On est toujours en train de chercher la branche fabuleuse, la plus belle branche au détour d'une grotte. Il y a une expression dans le jargon des corailleurs. Quand tu vois une très belle branche inaccessible et que tu sais que il y a une faille, tu ne pourras pas aller la chercher, même pas avec un outil particulier. Tu vois cette belle branche, tu la salues, tu envoies une bise et on dit c'est la part du bon Dieu. Voilà, part du bon Dieu, on ne peut pas la prendre, le bon Dieu nous l'a montré. Et de là, on se dit, il y a encore des belles branches comme ça qui existent et il faut aller les chercher dans des grottes, des anfractuosités et faire tout ce qu'il faut pour vraiment dénicher le corail. Avant de disparaître dans les abysses, le plongeur veut s'assurer qu'il y a bien sous la mer suffisamment de corail. Moteur. Ce travail de repérage est désormais effectué par un robot sous-marin. C'est bon, au fond. En règle générale, c'est vraiment un excellent moyen de repérer avant de plonger. Bien entendu, c'est beaucoup moins dangereux puisque on est là derrière son écran comme à la maison. La caméra vient de détecter plusieurs branches de corail à environ 70 mètres de fond. Le robot sous-marin dépose sur la roche un repère, une petite bouée jaune qui guidera le corailleur une fois au fond. Ça y est. Il faut toujours parer à l'imprévu dans ce métier. Toujours anticiper sur ce qui peut se passer, parce que l'anticipation est d'une grande nécessité. Ça évite la mauvaise surprise, ça évite d'être piégé, ça évite d'être dans quelque chose qui va être difficile à résoudre sous l'eau. Jean-Philippe s'aventure parfois à plus de 100 mètres de profondeur. Plus on descend, plus le temps de récolte est compté, et plus les risques de faire un accident de plongée sont grands. Une fois au fond, le corailleur cherche les plus beaux spécimens, qui se cachent parmi les gorgones et dans les fissures de roches. On doit faire vite sans se presser au fond. C'est-à-dire on ne doit pas consommer, on ne doit pas se mettre le speed, mais il faut être quand même relativement rapide parce que 20 à 25 minutes à grande profondeur, ça passe très très vite. Dans ces conditions extrêmes, on comprend mieux pourquoi ils ne sont plus qu'une poignée à faire ce métier. Jean-Philippe Giordano préfère ne plus compter le nombre d'amis perdus. J'ai une philosophie de vie qui me fait dire que chaque jour est un bon jour pour mourir. Et dans ce métier, on arrive à devenir un petit peu égoïste de ce bonheur. Parce que ce bonheur se mérite. Ce bonheur, c'est au bout de l'effort physique. C'est ce voile qui craque sur nous-mêmes. Et là, on se retrouve au fond des mers, face à soi-même, devant une épreuve. Et de dire, est-ce que tout cela vaut vraiment le coup? Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Si un jour, je pense que des angoisses me tenaillent ou des choses lugubres hantent mon esprit, là, on ne peut plus avancer dans ce métier, il vaut mieux arrêter. La précieuse marchandise est enfin à bord. Juste avant l'immersion du corailleur,
Un grand parachute a été installé à l'avant du bateau pour éviter une dérive trop importante. Quelques minutes avant de rejoindre la surface, Jean-Philippe reçoit du bateau un peu d'oxygène pour accélérer sa décompression et de l'eau chaude pour se réchauffer. La plongée aura duré 3 heures pour 20 minutes de travail au fond. Waouh! Voilà, les gestes sont relativement doux. Voilà, ça c'est la pêche d'une plongée. Ça fait un petit kilo de corail, quoi. Voilà ce qu'on appelle une branche symbolique. Elle est sur son rocher, c'est-à-dire on essaie de la taper à ras du pied, mais c'est la roche qui est trop friable qui part. Et on a cette couleur rouge sang de bœuf du corail de Bonifacio qui fait partie de cette merveilleuse légende où Persée, décapitant la méduse, du sang qui coula dans la mer de la tête de méduse décapitée naquit le corail. Et voilà la passion qui nous anime depuis 30 ans. Les branches de corail seront taillées pour être transformées en bijoux. Jean-Philippe les présentera ensuite dans sa boutique de Bonifacio. Une sirène qui arrive toute seule sur un bateau. C'était très sympa. Regarde. Tu veux un dauphin? Tiens, il y en a un ici. Puis ici, tu vois. Dans cette branche, on fait pas mal de trucs. Puis elle est vachement saine, tu vois. Ça va bien vite. Ouais, ça va être sympa. Ça fait quelque chose de très minéral et en fin de compte, c'est tout à fait organique. C'est un animal, un petit animal qui se développe et qui fait une magnifique colonie. Alors ça met très longtemps à pousser, mais ça se reproduit très facilement pour peu qu'on lui laisse du temps et de l'espace. Voilà, ce que fait Jean-Philippe avec sa pêche sélective. Donc voilà, quand ça sort de l'eau et qu'on voit de belles branches comme ça, c'est avec plaisir qu'on a envie de les travailler et de les transformer vraiment en beaux bijoux qui seront portés magnifiquement. Cette fois, nous mettons le cap vers l'archipel des Lavezzi. C'est sans aucun doute l'un des endroits les plus sauvages et les plus mystérieux de la Corse. Ces îlots battus par les flots ont été le théâtre d'une histoire terrible. Située à 2 km à vol d'oiseau de Cavallo, l'île du Grand Lavezzo est un véritable dédale de roches et de récifs sous-marins. C'est aussi le cœur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Les Lavezzi, c'est réellement un paradis, un endroit sauvage, pas d'habitation. Il n'y a pas 2 endroits comme ça au monde. Ces roches, ces formes, c'est quelque chose d'exceptionnel en Méditerranée. Mais ce qui peut être vraiment un paradis en été peut devenir très facilement un enfer en hiver. Beaucoup l'ont payé. Entre les naufrages et les drames de mer qu'il y a eu dans le coin, depuis l'Antiquité romaine. Oui, un paradis, mais un paradis dangereux. Le 15 février 1855, un naufrage va faire la triste réputation de cet endroit. Après avoir quitté Toulon en direction de la Crimée, le navire français la Sémillante s'écrase en pleine tempête sur les rochers de l'archipel. À son bord, 700 hommes, en majorité des soldats, partis faire la guerre en Russie. Elle venait en fait de la pointe Capotesta de Sardaigne pour pouvoir prendre le couloir. On parle de mauvais calcul, un phare éteint ou d'autres disent gouvernail cassé. Tous les rochers sont éclatés, comme ici. Ils sont carrément cassés, alors que partout ailleurs, ils sont ronds et usés par l'érosion, quoi. Donc il faut imaginer ça avec une vague de 20 mètres, une tempête, et elle est venue s'éclater sur le rocher. On continue à en parler à Bonifacio, du drame de la Sémillante, qui reste jusqu'à l'heure actuelle le plus grand naufrage de la marine française. On parle de 736 morts et disparus. Et quand Napoléon III a été informé
du naufrage de la Sémillante. Et quand il a su qu'aucun marin n'avait survécu, il a décidé de la mise en place des sémaphores autour des côtes françaises. Et de ce fait, en récoltant les informations, a créé le service de la météo. Après le drame, sur 700 hommes, seuls 2 sont identifiés grâce à leurs vêtements. Il s'agit de l'aumônier du bord et du capitaine Jugan. Une lettre de sa mère a été gravée dans le bronze. Depuis toutes ces années que tu sillonnais les mers, j'étais en proie aux plus vives inquiétudes. Tes lettres, tes heureux retours étaient le bonheur de ma vie. J'espérais pour toi un bel avenir. Tout a péri dans ce funeste naufrage. Elle s'adresse à lui en fait comme s'il était encore présent, quoi. Et elle demande à tous ceux qui viennent ici en fait de se recueillir et d'avoir une pensée en fait pour cet homme et puis pour tous les marins qui sont enterrés ici. Il est entouré à peu près de 300 marins dans ce cimetière, 300 dans l'autre, et une centaine de corps ont disparu en mer et 30 sont arrivés sur l'île de Cavallo. Et de là sont nées des légendes, des choses. Parce que autant les 2 cimetières ici ont été consacrés, alors que les tombes des autres marins n'ont pas été bénies. Et donc les gens du coin, les marins notamment, disent que leurs âmes continuent à errer. Voilà. Depuis 150 ans, les Corses rendent hommage aux disparus de la Sémillante. Chaque année, le 15 février, des coups de canon sont tirés depuis les falaises de Bonifacio. Ce naufrage a inspiré Alphonse Daudet qui en a tiré une histoire dans les lettres de Montmoulin. Aujourd'hui, Pierre tente à son tour de raconter le drame à travers des dessins et des croquis. En bande dessinée, on peut raconter par l'image des choses beaucoup plus fortes que 1000 phrases peuvent faire. Et donc je me suis forcé à dessiner. Donc j'en ai jeté des bouts de papier, des feuilles de papier. Et après, tout doucement, donc j'ai commencé à sortir des pages. Mais la partie la plus difficile, en fait, ça a été surtout de rechercher de la documentation. Vous venez d'entendre les puffins cendrés. C'est au moment du coucher du soleil, ils reviennent, ils tournent autour des nids et ils appellent en fait les jeunes. Les jeunes les rappellent. C'est à cause de cet oiseau qu'est née toutes ces légendes qu'il y a dans la région. Les gens du coin disent que ce sont les âmes perdues de la Sémillante qui appellent leurs compagnons et qui communiquent entre eux, soit de cimetière à cimetière, soit de Cavallo vers l'Avezzo. Un drôle d'oiseau. Au même moment, dans la partie sud de l'île, là où a été construit le phare des Lavezzi après le naufrage de la Sémillante, un groupe d'ornithologues vient de débarquer pour la nuit. Le responsable scientifique de la réserve naturelle Jean-Michel Coulioli et son équipe sont à la recherche de cet oiseau qui fait encore frémir les marins de passage. Le puffin cendré ne pond qu'un œuf par an, il n'a pas de nid et se réfugie dans des terriers. Mal. Le 208. Ah, c'est sûr que vous l'entendez crier. Vous pensez qu'on est en train de leur faire mal, c'est simplement une façon de s'exprimer pour lui.
on tient un oiseau d'une façon importante. On ne met pas la main entière autour du cou, bien évidemment. On tient bien les rémiges. C'est un travail qui ne s'apprend pas du jour au lendemain et qui permet d'être extrêmement doux avec ces animaux. On garde le bec. Vous voyez, la précision de la mesure est très importante au-dessus des narines jusqu'à la base du bec. Ça, c'est une mesure qui nous permet de voir que cet animal est un mâle. Là, on est en plus en confirmation parce qu'on l'a entendu crier. Et son cri est extrêmement aigu. Et la femelle a une voix, par contre, très grave. En faisant Est-ce que tu as entendu le cri de ce mâle tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que lui, il commence un peu à s'énerver. Voilà. Et il s'est très énervé. Il s'est très énervé. Aïe. Voilà. Bon, heureusement, c'est un poussin. Quand c'est un adulte, ça fait un peu plus mal, mais c'est le prix à payer. Celui-là, il pèse pas grand-chose, 650. Vous savez, en Corse, on l'appelle au vocharon, celui qui crie beaucoup. Et en bonifacien, le dialecte bonifacien qui est du vieux génois du XIIIe siècle, là c'est aussi un peu particulier, on peut le dire dans certaines régions de Corse aussi, mais c'est le gouaille. Le gouaille, c'est celui qui est vraiment embêtant, c'est celui qui arrête pas de pas être toujours très gentil. Et en fait, ce gouaille criait sous les falaises. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus forcément un gouaille, c'est un symbole de la protection de la nature dans les bouches. Un animal qui en 2004 a été équipé d'une balise Argos sur les Lavettes. Il est parti à 11h d'ici. Il était vers midi à Ajaccio. Il y avait un coup d'ouest très fort, donc un mistral très fort. Il y a une impossibilité pour lui de pêcher sur la façade occidentale de la Corse. Il est parti pêcher vers Saint-Florent. Et puis à midi, c'était même pas possible là-bas. Il est parti à Port-Cros. Et puis de 15h à 17-18h, il a pêché à Port-Cros. Et puis il est parti à Marseille pour prendre le cap et permettre au vent d'ouest de le ramener ici à 10h du soir. Donc moins de 24 heures après, tout ça pour une vingtaine de grammes de becté. C'est un animal qui a un GPS dans sa tête, comme beaucoup d'animaux bien évidemment, et qui nous apprennent énormément de choses sur la façon de s'orienter dans la nature, mais aussi de s'adapter. Et parfois, c'est pas forcément simple. Et voilà, lui, il est parti pour quelques années d'informations qu'il va nous donner. Le photographe Frédéric Larrey a quitté les îles Corses en suivant la route des oiseaux marins vers le nord. Il a rejoint son grand ami photographe Thomas Roger. Après des semaines de recherche en mer, ce naturaliste a repéré une zone au large où ils ont peut-être une chance de croiser la route d'un requin peau bleue. Là-bas aussi, ça saute, là. Les thons qui sautent juste à 10 mètres devant nous, là. Hop, juste là encore, avec les plus fins, là aussi, ça saute. Ça, c'est bon signe, parce que les thons, ils viennent manger des poissons comme les geôles en surface. Et ils sont souvent associés aux requins peau bleue. Donc là, on doit être dans une zone propice. C'est des bons indicateurs, les oiseaux, les poissons qui sautent en surface. Parce que le requin, au contraire, on le voit très peu en surface, en fait. On va longer tous les canyons, en plus, en y allant. D'accord. Voilà, le peau bleue, pour nous, c'est vraiment une espèce qui déjà est splendide, hein, avec sa silhouette très effilée, très allongée. Et son déplacement tout en ondulation, tout en finesse. Et c'est aussi pour rappeler aux gens qu'il y a des requins en Méditerranée et pas forcément des requins qui sont terrifiants. Donc le principe en gros, c'est que on va s'arrêter, on va commencer à préparer notre cuisine spéciale requin, hein, ce qu'on appelle le broumé, hein, un peu comme ce que font les pêcheurs de thon. Et on va commencer à créer un nuage derrière le navire, une ligne d'odeur, de poisson, ce qu'adorent les requins, et on espère qu'un requin qui est dans les parages va remonter cette ligne de poisson jusqu'au navire. S'il y a des requins, on va le savoir tout de suite. Alors attention.
Quand on écoute les anciens, ils nous disaient on sortait pas en mer sans voir des requins. Ah ben, désormais, il faut les appâter pour espérer en voir, et ça marche pas tous les coups. Les requins, notamment le requin peau bleue, a été vraiment persécuté. Il faut imaginer que en moins de 20 ans, d'après les stocks de requins qui sont ramenés sur les criées, il semblerait que plus de 90% de la population ait disparu. Il y a une surpêche ou certaines techniques de pêche qui ont été fatales pour l'espèce. Hop, requin, ça y est, il est là. J'ai vu là, il va tourner. Préparez-vous. Là, il est un petit, il est pas gros. Hein. Un peau bleu? Voilà, un peau bleu sûrement. Il a tourné, il est venu, il a grignoté un petit peu la bonite. Il revient là, ouais, on le voit dessous. Là. Voilà, hop, il commence à doucement, manger, doucement. Il est costaud. Hein. Il repart Allez. doucement. Allez, c'est bon là. 3 heures là. On y est. Faut être attentif. Hop là. C'est parti. Allez à table. On le laisse un peu faire. Allez. Bon, déjà s'il est tranquille ou nerveux. Et puis on avise en fonction. T'es prêt, Tom? Ouais. Allez, on se glisse doucement. Les deux plongeurs se dirigent prudemment vers un spécimen de 2,50 m de long. Le requin peau bleue ne semble pas farouche, bien au contraire. C'est lui qui vient au contact des photographes. Frédéric et Thomas réalisent enfin leur rêve. Capter la silhouette élancée de ce requin des profondeurs. C'est un requin qui a un œil assez captivant, un œil très très gros, hein. C'est un pélagique, il chasse dans des eaux des fois assez sombres, et donc il a une bonne vue qui lui permet de repérer ses proies. Il a un museau très allongé aussi avec les ampoules de Lorenzini, là, qui sont des organes sensoriels qui détectent ses proies grâce à l'électricité des animaux. Donc voilà, c'est toute cette silhouette qu'on va essayer de faire ressortir en image, et ces très très longues nageoires pectorales là, qui sont typiques des animaux du grand large. À l'image du requin peau bleue si longtemps recherché, les petites îles de Méditerranée sont comme un trésor fragile. Elles se méritent et ne se dévoilent pas au premier regard. Nous sommes au mois d'octobre. L'île de Cavallo a retrouvé son calme depuis plusieurs semaines. À la faveur de l'automne, Giuseppe Scibetta a spécialement fait le voyage depuis Milan pour la récolte de ses olives. C'est ce genre d'instants éphémères qui lui permettent d'oublier un peu les tracas de sa vie professionnelle. C'est magnifique. Il semble déjà salé. Parce que ça n'a besoin de rien. Je mets du pain et de l'huile, c'est tout. C'est fantastique. Dehors, la tempête s'est levée. Il est grand temps pour le président de quitter l'île de Cavallo. Un bon retour. Oui. Vous voyez que l'île reste comme elle est maintenant. Oui. Au revoir. Pierre Marcellesi est désormais le seul gardien de l'île. Ce voyage insulaire s'achève donc avec la certitude que ces territoires isolés ont besoin de la bienveillance et de la protection des hommes.
C'est à cette condition que ces petites îles garderont leur part de mystère.